BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Benaouda Abdelhaim, toujours, et sa moisson d'études glanées dans le monde entier. Et puis notre bibliothécaire du jour, ce sera Frédéric Simotel, autour de la tech, bien évidemment. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr. Et puis grand animateur des critiques littéraires aussi chez Alternative Économique. Et puis Jean-Marc Daniel, à ma droite, professeur émérite à l'ESCP Business School, critique attitré de la Société d'économie politique, dont il est aussi le président pour le moment. Alors, messieurs, vous avez choisi 2 livres cette semaine, 2 livres de journalistes. C'est peut-être le seul point commun, d'ailleurs, entre ces 2 livres. Allez, on va commencer par le choix de Christian Chavagneux, le livre de Michael Correia, ça s'appelle Le mensonge total aux éditions du Seuil. Donc, le mensonge total pour Total avec Énergie, un T majuscule. Avec un T majuscule pour l'entreprise Total. Michael Correia, c'est un journaliste enquêteur à Mediapart. Et donc, il nous livre le fruit de son enquête à charge, il faut le dire tout de suite, de la première à la dernière page, contre l'entreprise Total. Si aujourd'hui, je dis le fait de produire et de consommer des hydrocarbures, pétrole, gaz, ça produit du CO2, ça détruit la planète, tout le monde dit bah oui, ok. Première surprise, dans ce livre, on découvre que cet argument, il est présent dans un journal interne, une revue interne de Total, en 1971. Fin des années 60, début des années 70, c'est le début de l'éveil écologique un peu partout sur la planète, y compris dans une revue interne de Total. Que va faire l'entreprise lorsque quelqu'un en interne dit ça? D'abord, rien. Bon. Ensuite, la fabrique du doute, essayer de dire non, vous savez, il n'y a pas de consensus scientifique. Hein. Et puis finalement, quand le consensus scientifique est là, du greenwashing. En tout cas, c'est ce que défend l'auteur pour une bonne partie du livre. Alors, effectivement, Total, il y a un plan vert. À horizon de 2030, on va faire stagner les émissions de CO2. Oui, mais c'est bien. Sauf que le GIEC dit que pour pas qu'il y ait un réchauffement climatique, il faut les faire baisser de 40%. Donc on en est très très loin. Et d'ailleurs, y compris dans ce plan vert de Total Énergie, il y a bien indiqué qu'à l'horizon 2030, 80% des énergies qui sont publiées, enfin qui sont produites, viennent encore des hydrocarbures, et seulement 20% des énergies non renouvelables. Oui, il y a des investissements dans les ENR, mais l'auteur nous dit, un deuxième chiffre qui m'a surpris, c'est 3 fois moins que ce qui est distribué chaque année aux actionnaires. Donc les priorités de Total, c'est 1, les hydrocarbures à fond, 2, on rémunère les actionnaires, et 3, quand il reste un petit peu d'argent, on investit dans les ENR. Il y a ce qu'on appelle dans le monde des bombes climatiques, c'est-à-dire c'est des exploitations d'hydrocarbures qui, s'ils vont jusqu'à la fin de leur vie, ça crée vraiment des gros dégâts sur la planète. Total, on n'a pas 1, 2, 3, il y a plus de 20 bombes climatiques dans son actif. Donc voilà, Michael Correia ajoute plein de choses. Alors, vous me direz, à un moment donné, on va consommer moins de pétrole et de gaz. Donc Total, ils sont complètement fous de ne pas faire autre chose, pas penser à la diversification. Si, nous dit l'enquêteur, il y a diversification pour faire quoi? Du plastique. Bon, on ne se refait pas. Quand on est dans le pétrole, on reste dans le pétrole. Tout ça, on pourrait se dire, c'est une entreprise privée, et puis, quand une entreprise privée, elle fait ce qu'elle veut, tant qu'il y a des gens pour les financer, tant qu'il y a des clients, voilà. Sauf que le dernier chapitre nous dit, attention, il y a toujours une proximité extrêmement forte des dirigeants de Total avec le pouvoir politique français. C'est encore plus vrai aujourd'hui, en tout cas, c'est toujours vrai aujourd'hui, et donc on a un discours général sur, notamment, de nos politiques et du président de la République pour dire, il faut lutter contre la... Et en même temps, un Emmanuel Macron, une diplomatie française au service des intérêts de Total, avec des projets pas toujours respectueux, nous dit l'auteur du livre, de ce qui se passe au niveau de la flore, de la faune dans les pays africains qui sont concernés. Donc voilà, un livre à charge, mais je trouve qu'un livre qui apporte des éléments d'analyse. Jean-Marc Daniel. Ah oui, c'est un livre à recharge. D'ailleurs, le sous-titre, c'est Enquête sur un criminel climatique. Sauf que ça n'apporte aucun élément d'analyse. C'est-à-dire que 1971, parce qu'à la fin, il dit la bonne solution, ce serait de renationaliser Total. Je rappelle qu'en 1971, Total était déjà nationalisé. Donc, c'est pas le souci du profit qui avait considéré, qui avait été à l'action de Total en 1971. Quand il dit Total est entre les mains, effectivement, de l'État, et puis l'État est entre les mains de Total. Et il prend un exemple, il dit voilà, il y a un ancien ministre de l'Éducation qui détenait du capital de Total. Vous savez combien il détenait de Total? 6 000 euros.
Vous pensez que quand vous êtes actionnaire à hauteur de 6 000 euros... C'est 3 lignes dans le livre, Jean-Marc Non, va non, chercher le petit machin de rien C'est du pas tout. 3 lignes dans le livre parce que c'est tout le Mais chapitre. sur les arguments, Sur les arguments, il dit, écoutez, ce que met en avant Total, c'est le fait qu'il y ait une demande. Bon, c'est vrai qu'il y a une demande, mais c'est parce que cette demande, elle a été orientée. Puis un peu plus loin dans le chapitre, il dit, effectivement, on pourrait considérer que Total a gagné son argent grâce à nous, parce que il facture de façon très élevée ses prestations, et il peut se le permettre parce qu'il y a une demande en regard. Et on ne peut pas faire autrement que de satisfaire cette demande. Alors il faut savoir, est-ce que l'argument de la demande est un argument faux, ou est-ce que la demande, elle est vraiment là, et on ne peut pas faire autrement. Sur l'Afrique, il nous parle, alors je trouve que c'est une assez belle expression, de colonialisme fossile. Et sur le colonialisme fossile, il met en avant le fait que, effectivement, Total va exploiter un champ pétrolifère en Ouganda. Mais il précise au passage quand même que c'est à la demande du gouvernement ougandais et que le principal actionnaire, c'est Total, mais qu'à hauteur d'un tiers, c'est le gouvernement ougandais, et que le gouvernement ougandais dit que si on ne fait pas ça, on va priver l'Afrique de cette ressource pétrolière au profit des pays qui sont déjà installés, qui ont déjà une rente, et que, d'une certaine façon, en faisant ça, Total aide l'Ouganda à se développer. Donc le livre est effectivement non seulement à charge, mais en plus de mauvaise foi, et il n'est pas très convaincant dans la liste, parce qu'il dit qu'il n'y a que 2 lignes sur les 6 000 euros, mais il y a aussi d'autres parlementaires. Il y a un autre parlementaire qui est mis en avant, c'est 14 000 euros, lui, qu'il a d'actions de Total, et il y en a un qui est encore plus lourd et plus grave, toujours un parlementaire. 2 000 euros d'action Total. Vous imaginez l'influence qu'a Total et que la maîtrise qu'a Total de notre classe politique. Donc tout ça et tout ça. Trois pages du livre. 3 pages du livre sur lesquelles Jean-Marc nous fait 5 minutes. Mais c'est bien, au moins il l'a lu. Oui. Tout ça est grotesque. Bon, il y a des fois, c'est marrant, il y a des fois, quand vous allez dire, je sais pas ce que vous allez dire sur tel ou tel bouquin, là, j'avais pas tellement de doute sur ce qu'allait dire Jean-Marc. Vous avez choisi le livre de Christine Kerdelan, qui s'appelle « Ces milliardaires plus forts que les États » aux éditions de l'Observatoire. Et là, j'avoue que ce qui m'intéresse, je ne sais pas ce que Christian va en penser, mais ça m'intéresse. Alors, présentez-nous ce livre, Jean-Marc Daniel. Parce que justement, Christine Kerdelan, elle n'est pas dans le camp de ces milliardaires en question. C'est-à-dire qu'elle rappelle bien dès le début, donc Christine Kerdelan, c'est une journaliste qui a été à la tête du magazine L'Usine Nouvelle pendant plusieurs années. L'entreprise, de l'entreprise, L'Usine Nouvelle. Voilà, qui est proche du monde de l'entreprise et qui a fait beaucoup de papiers sur le plan économique. Et donc là, elle s'intéresse à un certain nombre de milliardaires, donc les milliardaires Elon Musk, les fondateurs de Google, Bill Gates, et Jeff Bezos. Et elle dit que tous ces gens ne sont pas forcément les plus riches, parce que tout le monde sait que l'homme le plus riche du monde, c'est Bernard Arnault, mais personne ne chercherait à s'interroger sur les intentions réelles et fondamentales de Bernard Arnault. Parce que, dit-elle, derrière ces gens, il y a une sorte de psychopathie, d'une certaine façon, qui consiste à vouloir non seulement utiliser la tech pour changer le monde, pour faire des profits, mais également pour imaginer des sortes d'utopies invraisemblables et une sorte de volonté de pouvoir incroyable. Alors, elle prend des exemples, elle dit Bill Gates est très impliqué dans la santé, les fondateurs, donc Larry Page et Sergey Brin, les fondateurs de Google, ils rêvent de créer l'immortalité. Elon Musk, son intention, c'est de se rendre sur Mars. Jeff Bezos aussi. Elle dit donc qu'il y a une sorte de... Par rapport aux milliardaires traditionnels, ces gens-là ont une dimension qui est inquiétante parce qu'elle est à la limite de la psychopathie. Et en plus, ils ont un pouvoir colossal. Elle prend l'exemple, par exemple, d'Elon Musk, qui, suivant les moments, est pour les Russes et pour les Ukrainiens, et donc fait jouer son réseau de satellites en faveur de l'un ou l'autre des belligérants. Et donc, elle dit, il faut faire quelque chose. Alors, il y a 2 façons d'agir. Il y a la façon chinoise, ça c'est l'avant-dernier chapitre, où on prend Jack Ma et puis on l'humilie, on le met en prison et on l'oblige à partir à Tokyo, où il finit en professeur de management dans des universités de seconde zone. Et puis il y a la façon de la résignation, on imagine qu'effectivement ces gens-là vont prendre le pouvoir, il n'y aura plus d'État. Et alors à la fin, elle dit il faut trouver un moyen terme, on ne peut pas se laisser aller à donner trop de pouvoir à ces gens-là, mais faire de la Chine un modèle et une référence, c'est peut-être aussi un peu abusif. Et donc il y a un côté assez pessimiste et pas forcément pro-capitalisme, pro-entreprise, dans le livre, qui fait que c'est un livre assez original et assez intéressant. Christian Chavagneux, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce livre de Christine Kerdelan ? À la fin de l'intro, on se dit waouh, le bouquin va être génial, parce qu'elle nous dit c'est pas les GAFAM qui sont en train de prendre du pouvoir par rapport aux États, ce sont les dirigeants, ces individus à titre personnel qui, avec tous les projets qu'ils développent et surtout avec l'argent dont ils disposent, sont en train de manger le pouvoir des États. Quand on rentre dans chacun des chapitres, 80 à 90% du chapitre, c'est un résumé de ce qu'on sait, de la biographie
biographie, du parcours entrepreneurial de tous ces gens. Donc on est un petit peu déçu parce que le chapitre ne donne pas vraiment ce que promettait l'intro. Dans les 10-15% qui restent, là où elle essaie de nous convaincre effectivement que ces gens, à titre individuel, ont conquis vraiment du pouvoir par rapport aux États, elle nous dit par exemple, regardez, Jean-Marc en a pris l'exemple, Elon Musk qui peut décider de l'avenir d'une guerre à lui tout seul en fonction du fait qu'il met son réseau de satellites au service des Russes. Mais si Jacques Coeur décide de ne pas financer Jeanne d'Arc, on n'aurait jamais entendu parler de Jeanne d'Arc. Si Semblancet ne va pas chercher les banquiers italiens pour financer François Ier, il ne fait pas sa campagne Italie. Donc un individu qui décide tout seul si l'État a le droit de faire une guerre ou pas, on en a plein d'exemples dans l'histoire. Est-ce qu'ils sont originaux parce qu'ils ne veulent pas payer d'impôts? Tous les grands investisseurs, tous les grands capitalistes de l'histoire ont tous essayé d'échapper aux impôts. Est-ce qu'ils sont originaux parce qu'ils plantent écologiquement la planète? Non, tous ceux de la révolution industrielle ont planté la planète, tous ceux du capitalisme commercial du XVIIIe siècle ont déforesté les forêts à fond pour pouvoir construire des bateaux. Donc il n'y a pas, moi je trouve qu'à chaque fois qu'elle essaie de nous dire qu'il y a un pouvoir original dans la façon de s'enrichir, est-ce qu'il y a une façon Veblen nous a dit au début du XXe siècle que tous ces grands capitalistes, ils ont tous la même façon de s'enrichir, c'est le sabotage. Il faut saboter les États, donc on ne paye pas les impôts, on tourne les règles et on prend l'argent de la commande publique. Il faut saboter les clients, soit on leur fait payer très cher le cloud, soit on détourne leurs données personnelles pour les vendre. Il faut saboter les concurrents. Et là, il y a plein d'exemples et tous ces milliardaires ont saboté tous leurs concurrents. Donc il reste peut-être une chose qui vraiment les distingue de l'ensemble des grands capitalistes de l'histoire, c'est le post-humain. C'est cette idée qu'on va ralentir le vieillissement des cellules, cette idée qu'on va entraîner des IA qui vont parler comme nous, réfléchir comme nous, et le jour où on sera mort, on mettra cette IA dans un autre corps, dans un avatar, et puis on va continuer à vivre de manière éternelle. Ça, aucun autre grand capitaliste ne l'a fait. Est-ce que c'est une vraie preuve de pouvoir? Si tant est, moi je suis pas assez scientifique pour savoir, peut-être Jean-Marc un peu plus, est-ce que c'est vraiment ces études scientifiques sont sérieuses? Est-ce qu'il n'y a pas des États qui le font aussi? Bon, sous cette réserve-là, c'est peut-être la seule différence, mais pour le reste, je trouve qu'ils ne sont pas différents du reste des grands capitalistes de l'histoire. Oui, qui ont tous eu des utopies avant-gardistes. Tous. À chaque époque. Eh bien, merci, c'était passionnant. Messieurs, eh bien, c'est l'heure de retrouver Frédéric Simotel. Lui aussi, il continue à nous plonger dans l'univers de la tech avec le livre que vient de publier la star du journalisme tech. Elle s'appelle Kara Swisher.